Aujourd'hui, en ce 20 novembre 2025, en fin de saison, le podcast Mieux appréhender les limites planétaires reçoit Alain Musset, géographe, membre honoraire de l'Institut de France, passionné de science-fiction, d'urbanisation futuriste et d'Amérique latine. Alain, bonjour. Bonjour. Nous commençons à bien nous connaître, Alain. Après un Oui, ciné-débat organisé tout dans à fait. l'Essonne, et c'est aujourd'hui la troisième saison de nos interviews. Nous avions commencé à nous parler en 2023. Je te remercie de revenir alimenter le podcast et apporter ta vision, ton recul, notamment sur un projet dystopique et écocide qui nous tient à cœur, le projet Neom, mais aussi sur ton actualité. Alain, nous avons déjà parlé donc du projet Neom précédemment, et plus particulièrement de The Line. Peux-tu nous dire où en est-on aujourd'hui, et notamment concernant 5 de ces ouvrages titanesques, Trojena, Sindala, Magna, Aquelum et donc The Line? Oui, j'aime bien revenir et je te remercie de m'avoir à nouveau invité. J'aime bien revenir sur ces sujets et j'aime bien revenir sur ton podcast. Parce que ça me permet aussi de poursuivre, de continuer à travailler sur ces thèmes qui m'intéressent. Je suis quasiment abonné aux publications qui concernent Neom. Donc je regarde ce qui se passe et ça me fait plaisir de temps en temps de pouvoir le transmettre. Effectivement, on avait déjà discuté de Neom tout à fait à ses débuts et ça a avancé pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, en tout cas pas dans le sens toujours prévu par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il faut rappeler que Neom, c'est dans un ensemble de projets qui s'intitule Vision 2030, c'est-à-dire la transformation de la société et de l'économie d'Arabie Saoudite pour le faire passer à une étape supérieure. Et pour cela, il y a je dirais, un axe privilégié qui est l'urbanisme. On va transformer les villes, on va créer de nouvelles villes, on va créer de nouvelles structures, de nouvelles façons de penser à la fois l'habitat, mais aussi la civilisation qui va avec. Et au total, il y a une vingtaine de projets. On ne reviendra pas sur tous parce que c'est pas possible. Tu en as cité quelques-uns. Et on a fait venir et on fait participer de grands cabinets d'architectes comme Morphosis, le studio Fluxas, il y a même Ricardo Bofill, Jean Nouvel et Norman Foster récemment qui était très très réticent à cause de la réputation un peu sulfureuse de Mohamed Ben Salman. Son studio, semble-t-il, aussi participe maintenant aux activités. Et il y a aussi des entreprises françaises. EDF va normalement travailler pour le lac artificiel de Trojena, on y reviendra. Veolia devait participer à une station de dessalement. On ne sait pas trop où ça en est. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour le projet Neom, qui fait partie de cet énorme programme qui est Vision 2030, rappelons que c'est plus de 8 000 milliards de dollars qui sont en jeu pour Vision 2030. Donc, Neom, on va dire plutôt un district, les gens confondent. Ils disent c'est une ville. Non, ce n'est pas une ville, c'est une sorte de district de développement dans lequel il y a différents emplacements, différentes unités, différentes villes, pourrait-on dire aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était extraordinaire. Très vite que Neom signifie le nouveau futur, avec une combinaison d'arabe et de grec. Rien que pour Neom, c'est 1500 milliards de dollars qui sont prévus. Et il y a eu de grands succès. Il y en a eu. Alors, tu as cité quelques noms. Effectivement, je crois que ce sont les plus emblématiques. Il y a un site qui est sorti de terre et qui fonctionne, qui a été inauguré l'année dernière, plus précisément en octobre 2024, c'est Sindala. Alors, Sindala, c'est une destination prestigieuse. C'est une île située au large des côtes de l'Arabie Saoudite. C'est une destination touristique de luxe pour les milliardaires qui ont envie d'aller se promener un petit peu dans leur yacht et de s'installer dans un endroit qui est présenté comme dans tous les projets de Neom comme un endroit tip-top,
ultra-moderne, même supra-moderne, hyper connecté, très écologique, parce que ce sont une combinaison d'architecture, de nature revisitée, etc., etc. Et là, ça y est, ça a été inauguré. Le problème, c'est que je n'ai pas les chiffres de fréquentation et je ne sais pas qui les a. Je veux dire, certes, il y a des milliardaires, mais il en faut beaucoup pour rentabiliser ce genre d'établissement. Alors, on a de la chance, on a de plus en plus de milliardaires dans le monde. Mais quand même, il faut qu'ils se divisent un petit peu partout. Alors ça, c'est le projet qui est vraiment réalisé. Alors, il y a un autre grand projet qui a été annoncé en fait l'année dernière, qui est Magna. Hein. Alors là, c'est le dernier grand projet lié au développement touristique de Neom. Mais je dis encore une fois, on est dans le secteur tourisme. On est toujours dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et là, ça va être encore une fois, je veux dire, un symbole, un archétype de l'innovation et de la durabilité. Et on va faire encore une fois venir des milliardaires, le cas échéant quelques millionnaires, mais enfin plutôt des milliardaires. Donc c'est le tourisme de luxe, avec un design époustouflant, une architecture qui est, je cite, de classe mondiale, et évidemment sensibilisation à l'environnement. Alors, Magna, c'est un projet de projet avec 12 destinations touristiques qui sont individualisées, dans lesquelles on va retrouver à la fois des ports, des sites dans la montagne, des sites dans le désert, et en gros tout ça c'est le long des 120 kilomètres du littoral du golfe d'Aqaba. Donc on voit un énorme projet, et ce qui est assez fascinant, c'est que le PDG de Neom, quand il a présenté ça, Nadim Al-Nasr, a dit, voilà, on a trois piliers, les affaires, la conservation et l'habitabilité. Magna va jouer un rôle clé parce qu'on va faire venir des gens qui se sentent concernés, qui ont de l'argent et qui se sentent concernés. Et parmi ces sites, il y a un site qui est absolument merveilleux, extraordinaire, futuriste et qui personnellement m'émerveille, c'est Aquelum ou Aquelum, ça dépend si on dit en latin et quel latin, peu importe. Alors là, c'est un truc qui est vraiment extraordinaire. C'est une ville qui est en partie souterraine, enfin en majeure partie souterraine, une sorte d'iceberg dont on verrait que la partie émergée. Tout le reste sera en fait au fond de la montagne, au bord de la mer. C'est ce qu'on pourrait appeler un earth scraper. C'est pas un skyscraper, c'est un earth scraper, c'est-à-dire genre, l'inverse d'un gratte-ciel, serait un gratte-terre, mais gratte-terre, ça fait pas génial comme nom. Et c'est des idées qui ont déjà été explorées. Déjà, je travaillant, comme tu l'as dit, sur le Mexique, il y a un superbe projet qui date déjà de plusieurs années du bureau d'architectes qui s'appelle Bunker Architectura, qui projetait de faire un earth scraper sous le Zócalo de Mexico, c'est-à-dire la place centrale de Mexico, donc 300 mètres de profondeur, avec quelque chose de merveilleux, un plancher de verre qui permet de marcher, de continuer à marcher sur la place, et en fait de marcher comme si on volait au-dessus du gratte-ciel. Hein. Alors, Aquilum, c'est quoi? Donc c'est effectivement cette sorte de gratte-ciel à l'envers, une ville qui est en apparence complètement déstructurée, avec une alternance d'ouverture, de fermeture. Il y a de la transparence, il y a de l'opacité, il y a de la gravité zéro, hein, comme toujours, parce que qu'est-ce qu'on connaît de ce projet? Uniquement les images qu'on nous en donne. Hein. Encore une fois, il y a des gens qui sont spécialisés dans Neom pour faire des images de synthèse et pour faire des vidéos de promotion ou de propagande, tout dépend de ce qu'on voit dans les projets. Il y a des circulations douces, il va y avoir des bateaux, des cheminements piétonniers, et encore une fois, ce qui est au cœur de tous les projets de Neom, la synthèse entre la nature et l'architecture. Ce qu'on fait là, c'est hyper moderne, c'est une transformation de l'urbanisme et de la société, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit écologique. Donc, ça peut paraître impressionnant, mais on ne va pas affecter la nature, au contraire.
Et effectivement, ce qu'on voit dans les images, on a une alternance avec des rochers bruts, du verre, du transparent, du bois, de l'acier, et au milieu, des paysages virtuels. Des paysages virtuels qui se mêlent à la réalité. On arrive difficilement à faire la différence. Et il y a une chose dans une des vidéos de promotion d'Aquilum qui m'a frappé, c'est que c'est scandé par une image qui revient en permanence. C'est une très belle jeune femme, une DJ, qui est à une platine et qui anime la musique qu'on entend. Et en fait, pour moi, cette DJ, c'est une sorte de matérialisation ou d'incarnation de l'intelligence artificielle. Parce que tout ça fonctionne avec l'intelligence artificielle, et donc on a cette image idéalisée de cette très belle femme qui va organiser la ville, qui va la faire vivre et qui va lui donner une réalité. Alors ça, c'est très bien. Quand tu dis, pardonne-moi, quand tu Oui, dis vas-y. on ne va pas affecter la nature, on ne devrait Oui, pas affecter la nature, au final, elle va l'être affectée. Alain, bien et oui, entendu, hein, et c'est en suspens derrière tes propos. bien entendu. Et pour ça, tu me tends la perche. Nous avons Trojena, qui est un des sites clés de Neom. Trojena, c'est quoi? C'est une station de sport d'hiver qui sera inaugurée un peu avant, on espère, les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. On est presque en 2026, c'est dans 3 ans. Donc, il va y avoir cette station de montagne à peu près 2400 mètres d'altitude dans une région qui est très intéressante. C'est une région montagneuse, bien évidemment. Il y a des montagnes élevées. Les sommets, on frôle les 2600 mètres, quand même. Mais on est dans une région où la neige est assez rare. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut avoir des températures inférieures à zéro, mais de la neige, c'est pas tous les jours que ça arrive et c'est pas tous les hivers non plus. On est dans les monts Madian. Peu importe. L'idée, c'est que c'est un défi complètement hallucinant. Et il y a des gens qui ont commencé à essayer d'aller voir parce que tout est verrouillé. C'est très très difficile d'accéder à l'information et même d'accéder au terrain. Accéder au terrain, il y a une équipe de la radio-télévision suisse qui a réussi à aller. On peut voir son documentaire sur Internet et on voit ce qui se passe. Et on nous dit, ça c'est la réclame de Trojena, que là encore, la nature, c'est super bien, c'est écologique, c'est durable, durable. Ça, c'est le mantra qui est prononcé sans arrêt. Qu'est-ce qu'on voit? Il y avait des villages de Bédouins. Bon, hop, ils sont détruits, les gens sont évacués, et on voit aussi que déjà, il y a posé sur le sol d'énormes conduites d'eau. Pourquoi? Parce que, évidemment, il va falloir créer de la neige. Il n'y en a pas tous les jours. Donc, on va installer des canons à neige gigantesques. Mais pour alimenter les canons à neige, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau. Donc, on va créer un immense lac artificiel, officiellement 2,7 millions de mètres cubes d'eau, qui vont être créés là dans un endroit où il n'y en a pas. Donc, on va pomper l'eau de la mer Rouge, on va la faire passer par une usine de désalinisation, et ce sera installé dans cette montagne. Donc, après, quand on nous dit il n'y a pas d'impact, je dis, oh, quand même, réfléchissez. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en coût à la fois physique, matériel, et en coût énergétique pour traiter toute cette eau et la transformer en neige. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, c'est quelque chose qui est hyper contaminant et qui est complètement destructeur pour le milieu. Et le milieu, on le voit, on a eu des images qui nous sont données. Le paysage de cette montagne, qui va être en partie arasée, transformée, labourée, on se croirait c'est lunaire, c'est Mars, tout est complètement défiguré. Et effectivement, quand on nous parle de bâtiments écologiques, on commence à les voir sortir de terre, mais au milieu d'un désastre environnemental. Alors, le problème, c'est qu'en plus,
ben, il y a du retard qui est pris, évidemment, comme toujours. Hein, et il y a certains qui se disent, mais jamais ce sera terminé à temps. Et ne serait-ce que pour ce grand lac artificiel, une fois qu'il sera construit, il faudra, d'après les évaluations des ingénieurs, à peu près 2 ans pour le mettre complètement en eau. Il n'est pas commencé. Quand est-ce qu'on va réellement le mettre en eau? Et donc, il y en a qui parlent et qui disent que oui, il y a déjà peut-être des négociations qui sont entreprises entre l'Arabie Saoudite et la Chine et la Corée du Sud pour que les prochains Jeux asiatiques d'hiver aient lieu là-bas, hein, ce qui donnerait 4 ans de plus à l'Arabie Saoudite pour réussir à s'en sortir. Donc, on le voit, on est quand même très, très embêté. Et je dirais, ce problème, on le retrouve avec le projet phare hein, de Neon, c'est-à-dire The Line, ce gigantesque gratte-ciel horizontal dont on avait parlé lors d'une émission antérieure, d'un podcast antérieur, qui devait faire 500 mètres de haut sur 170 km de long, eh bien, ben, pour le moment, ça existe surtout sous la forme de projection numérique. Hein. Au départ, ça devait accueillir à peu près 9 millions de résidents. On se rend compte que ce ne sera pas possible. On a réduit les dimensions. Au lieu de 170 km, ça va faire 2,4 km. C'est un peu minable. Et les gens se disent, qu'est-ce qui va réellement se passer? Il ne faut pas oublier, il y a déjà 50 milliards de dollars qui ont été investis dans les travaux de terrassement, de fondation, etc. pour un projet qui pose toute une série de problèmes, à la fois, et comme tu l'as dit, Yves, écologiques, mais aussi sociaux et financiers. Un exemple très clair. Hein. Il y avait un super projet au bout de The Line, du côté mer, il y avait un projet de ce qu'on appelait la marina cachée, hein, c'est-à-dire avec une grande arche hein, traversant The Line. Sous cette arche, en eau profonde, pouvaient passer les grands paquebots, et il y avait eu un immeuble en fait de 30 étages de verre et d'acier suspendus hein, au-dessus de ça. On s'est rendu compte que ce ne serait pas possible, que même sur le plan technique, ça posait des problèmes qui étaient insurmontables, et ce projet-là a été abandonné. Donc, d'un côté, on réduit, de l'autre, un des piliers hein, de The Line est abandonné aussi. Le résultat, c'est que fin 2024, le PDG de Neom a dû quitter ses fonctions parce que il y avait toute une série de problèmes financiers, structurels, conjoncturels, et même un petit peu personnels qui compromettaient l'intégrité du personnage. Voilà où on en est donc à l'heure actuelle du projet Néon. Merci Alain. Alors, on est aussi rattrapé par l'actualité. Tu as sûrement suivi que Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, il était invité à la Maison Blanche par Donald Trump hier 19 novembre. Est-ce que tu sais si Projet Neom a fait partie de leur discussion, puisque là-bas ça parle quand même gros sous aussi. Est-ce que tu Oui, sais ça, si ça faisait partie de leur discussion ou pas? alors, le projet Neom en tant que tel, difficile de savoir. Les États-Unis n'ont pas trop envie de s'y engager, de toute façon, de manière générale, au titre d'État. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les liens qu'il y a entre Mohamed Ben Salman et la famille de M. Trump. D'ailleurs, lien qui leur a été reproché. Et là, on se rend compte que, par exemple, et ça date pas d'hier, si je me trompe, c'était en 2017, il y a Jared Kushner, qui est le gendre hein, du président Trump, qui a réussi à attirer les investisseurs saoudiens, notamment comment dire, le PIF, c'est-à-dire c'est le fonds souverain qui est consacré à Neom, et il y a
45 milliards de dollars, ce n'est pas rien, qui ont été investis dans la société Vision Fund de la SoftBank, qui est en fait un groupe dans lequel est très directement impliqué Jared Kushner. Donc, on a des liens étroits et bien évidemment, tout ça contribue à favoriser l'inflation du projet et pas que de Neom, de l'ensemble de Vision 2030. Et on peut se poser des questions parce que, encore une fois, on l'a vu, c'est plus de 8 000 milliards de dollars. Certains parlent de 8 800. On n'a pas des chiffres précis, bien évidemment, mais ce n'est pas rien. Et là, effectivement, l'Arabie Saoudite rencontre des difficultés. Ça dépasse l'imagination, les chiffres que tu nous donnes. Moi, j'étais resté effectivement sur 1 500 milliards. Et quand on atteint les 8 000 ou qu'on les dépasse, enfin. Mais attention, c'est pour l'ensemble des projets. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais pas que pour Neom, pas que pour The Line. On a multiplié par 5-6 une somme qui était déjà colossale. Tu as commencé à en parler un petit peu, mais voilà, je sais, tu m'as dit en amont que Neom, voilà, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes moraux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus dans le détail ce type de problème? Oui, alors c'est lié au coût, et à l'expansion des coûts. Quel est le projet immobilier qui voit pas ses coûts un petit peu, je dirais, multipliés, en 2024, là, j'ai fait quelques petites recherches, les réserves de trésorerie du fonds souverain étaient tombées à 15 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est vraiment pas grand-chose, alors qu'il y avait plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, signal d'alerte. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillent justement sur ces problèmes purement financiers, qui disent mais écoutez, là, ça va plus. Si on veut continuer à ce rythme-là, il y a Tim Callen, un économiste, peu importe, qui c'était il travaillait pour le groupe de réflexion Arab Gulf States Institute. C'est quelqu'un de sérieux qui dit qu'il va falloir insérer ou injecter 270 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2030. Parce que il faut payer tout ça. Il y en a d'autres qui disent que ce sera encore plus. Bon, certains disent que, et même Mohamed Ben Salman dit que oui, il faudra y aller plus de 300 milliards. Pas de problème. Il suffit de claquer dans les mains et ça apparaît. Or, il ne suffit pas de claquer dans les mains. D'abord parce qu'on le voit, il y a des difficultés. Ensuite, parce que, et on a tendance à l'oublier, on nous vend de la technologie, on nous vend du rêve. C'est extraordinaire, mais beaucoup de technologies vantées par Mohamed Ben Salman pour attirer les investisseurs, ça n'existe toujours pas. Bon, normalement, il devrait y avoir plein de voitures volantes de tous les côtés. Bon, on n'y est pas encore. Normalement, il devait y avoir des femmes de chambre robots. On n'y est pas encore. Normalement, il devait y avoir un 100% d'énergie renouvelable, notamment avec l'hydrogène vert. Et c'est vrai qu'il y a eu d'énormes progrès, une énorme usine de production d'hydrogène, mais ça ne suffit absolument pas. Or, on approche de dates, de dates, je dirais, couperées, les Jeux asiatiques d'hiver, et bientôt, on y reviendra, la Coupe du Monde de football. Donc, beaucoup de spécialistes, et même au sein du fonds d'investissement public, le fameux PIF, disent ça va pas, on va pas pouvoir. On va pas pouvoir. On commence déjà à dire que des projets vont être repoussés, et on le voit effectivement, ou coupés, The Line. Ça va être compliqué. Le problème qui est posé, c'est la rentabilité. Jusqu'où peut-on aller pour investir sans être assuré d'une rentabilité? En plus, il y a l'augmentation des coûts, donc ça ne va pas. Et ce qu'on est, je pense, en train d'envisager, et on le voit sur le terrain, c'est que on va mettre le paquet sur les sites qui sont liés à des événements spécifiques, trop gênants, bien sûr, mais aussi la Coupe du Monde du football,
et le reste, on va attendre, hein, parce que on peut pas y aller. Et ce qui est à noter, c'est que on essaye de lever des fonds, ça marche pas très très bien, hein. Il y a une accélération des ventes de dettes de l'État, etc. Mais ça suffit pas, hein, à combler le trou. Et il y a même eu des opérations de promotion vers le pays qui serait le plus capable en fait d'investir, la Chine, hein. Il y a eu toute une tournée qui est passée par Pékin, Shanghai, Hong Kong pour lever des fonds. Donc on le voit, ça va pas très très bien, mais ça va pas très très bien aussi dans d'autres pays du Golfe, hein. Je veux dire, il y a une ville qui est célèbre, Dubaï, hein, dans laquelle, là aussi, d'énormes projets, je veux dire, tous ces pays, Émirats Arabes Unis, etc. Il y a une sorte de compétition internationale pour réussir à attirer je dirais, les élites mondiales, encore une fois, les millionnaires et les milliardaires. Et Dubaï, c'est un endroit qui est, en fait, d'un certain côté, concurrent, hein, de Neom et du projet Vision 2030. On a un marché immobilier en pleine explosion. J'ai regardé les derniers chiffres. C'est hallucinant. Pour 2024, les transactions a, au total, représenté 140 milliards de dollars, les transactions immobilières. Donc c'est de la folie, avec des projets, encore une fois, fabuleux, qui essayent de faire une concurrence avec Neom, The Line, Aquilum, etc. Notamment, et j'en retiens un parce qu'il est assez extraordinaire, c'est la tour Eiwa qui a été conçue par Alex Zagrebelny. Et c'est une tour, là aussi, qui est, sur le concept d'archéologie, architecture et écologie, tout est mélangé, et qui est fondée sur les principes traditionnels du Vastu Shastra. En sanskrit, c'est la science de l'architecture. C'est une combinaison entre la conception, l'orientation, les mesures, la préparation du sol, l'aménagement de l'espace, la géométrie, une sorte, on va me taper sur les doigts, une sorte de feng shui. C'est différent, hein, c'est différent, mais donc il y a une part d'architecture, mais aussi de bien-être qui est recherché. On va au-delà du matériel, on va vers le spirituel. C'est très bien, c'est spirituel. Les unités de logement dans cette tour, c'est entre presque 3 millions et presque 8 millions de dollars. Encore une fois, on nous vend du rêve, on nous vend de l'archéologie, mais c'est pas réservé à tout le monde. Or, le problème, c'est que tous les signaux qui étaient positifs en 2024 et encore 2025 commencent à clignoter. Il y a trop d'appartements ou de maisons à vendre, ça se vend de moins en moins bien, et le risque, c'est le crash. Et tout le monde s'y attend. Et ça, si Dubaï crash, ce sera pas une bonne nouvelle non plus pour Neom et pour Vision 2030. Parce que ça veut dire que tout ce qui est fait pour cette classe supérieure internationale globalisée, eh bien, c'est pas suffisant parce que on n'a pas assez de personnes qui en font partie. Oui, on est plus de 8 milliards d'habitants, mais on n'est pas 8 milliards de millionnaires ou de milliardaires. Donc, ça, c'est le premier problème financier. Et puis, il y a un autre problème, j'ai parlé de problèmes moraux, de problèmes éthiques. Effectivement, on se rend compte que tous ces projets affectent durablement l'écologie et l'environnement, mais aussi les populations locales. Il y a plus de 20 000 personnes de la tribu des Oweita qui a été chassées de leur terre, hein, pour Neom et pour The Line. Pour Trojena, c'est la même chose. Il y a des populations qui ont été déplacées et les gens qui résistent ou qui s'opposent sont emprisonnés ou sont assassinés, hein. J'avais lu l'interview de Andrew Worth, qui était un dirigeant d'exploitation de domaine skiable américain, qui avait été recruté. Il avait commencé à se poser des questions pour Trojena, et il s'est rendu compte que les évictions, c'était sans contrôle, et notamment, on lui a dit, hein, des gens de la police ou de l'armée, que de toute façon, il n'avait pas de souci à se faire, qu'il n'y aurait pas d'opposants, il serait éliminé, et il dit, bah, oui, mais c'est de la criminalité, donc
ça ne plaide pas en faveur des projets de l'Arabie Saoudite, ni en faveur de Mohamed Ben Salman, même si, comme tu l'as dit, il a été récemment reçu à la Maison-Blanche et qu'on a oublié ses petits défauts, et entre autres l'affaire Khashoggi qui avait quand même choqué l'ensemble de la planète. Ouais. Merci. Donc, tu en as parlé. Prochaine Coupe du Monde de foot euh, après les US, hein, c'est ça? Mais 2034. La machine à rêve continue, puisqu'on a également le Neom Stadium. Oui, tu l'as bien dit, c'est la Canadien. machine à rêve, c'est vraiment ça. Au numérique, au monde virtuel et à l'intelligence artificielle, on peut créer ce qu'on veut. Hein, et ça, c'est assez génial. C'est pour ça que, en tant que géographe urbain de terrain, mais amoureux de la science-fiction, avec Neom et tous les projets de ce genre, je me régale. Il faut pas oublier que Mohamed Ben Salman, je l'avais dit, est un fan de jeux vidéo. Il a créé une entreprise qui s'appelle Neom Media Industries, bon, avec des installations de tournage installées dans le Neom Media Village. Hein, donc, c'est un village, une petite ville qui réunit tous ces experts, tous ces techniciens, tous ces informaticiens, tous ces ingénieurs pour créer des images. Donc, le flux d'images est permanent. Hein. Et ça a inspiré les internautes et c'est assez amusant parce que il y a quelque temps, il y a eu des images absolument extraordinaires d'un nouveau stade, le stade de Neom, qui sont apparus sur les écrans, une sorte de gratte-ciel qui s'ouvrait en haut en forme de tulipe, hébergeant le stade au milieu. Et ça, quand je l'ai vu, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais il y a quand même un problème, c'est que c'est censé être lié à The Line, mais ça ne correspond pas au profil de The Line. Hein. Et donc, je suis allé chercher, effectivement, il y a des choses vraies, c'est toujours pareil hein, quand il y a des fake news, il y a des choses vraies, c'est-à-dire qu'il y a la Coupe du Monde de football. Neom va faire partie des sites choisis pour la Coupe du Monde. En plus, il y a déjà un club de foot à Neom qui a été dopé de manière artificielle, bien évidemment. Il y a même des joueurs français comme Alexandre Lacazette qui joue pour le Neom Sport Club. Donc il y a de quoi faire, mais on a découvert et très rapidement que l'image que nous avions était une image fausse. Fausse, c'est un fan, je dirais, de monde virtuel qui a créé ça, qui l'a distribué, qui l'a mis en place. Ça a beaucoup plu, mais on sait maintenant que c'est un faux. Hein. Alors, c'est un faux, mais il y a un vrai. Hein. Le vrai stade, normalement, il est dans la première tranche des travaux qui vont être réalisés donc, dans les 2,4 km et dans la tranche qui normalement devrait être prête pour 2034, mais ce sera complètement différent. Le stade va être encastré ou enchâssé dans la structure de The Line, rappelons-le, hein, 500 mètres de haut, mais 200 mètres de large. Ce sera une sorte de cube hein, qui sera installé, effectivement à peu près 350 mètres d'altitude, hein, entre 350 et 500 mètres, parce que ce sera dans les étages supérieurs de The Line. C'est un vrai stade, il est prévu, il sera lui aussi très beau, ce ne sera pas la belle tulipe, mais il sera quand même impressionnant. Le problème, c'est que, bien évidemment, il n'est toujours pas sorti de terre, parce que avant d'y arriver, il faut monter les étages supérieurs, et on n'y est pas encore, on en est à peine, encore une fois, aux fondations. Donc, ce qui est fantastique avec Neom, avec tous les grands projets de l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils nous offrent des mondes virtuels qui inspirent les amateurs et qui font que ce sont des mondes qui se perpétuent, qui se multiplient ou qui se démultiplient. On est dans le rêve, encore une fois, le plus complet.